Quatrième table ronde sur le stand Univers VO et on va parler de mise à jour d'équipements électroniques. Il y en a de plus en plus, il y a de l'infotainment, tout ce qui est musique, les applications des téléphones portables et ainsi de suite. Il y a évidemment aussi la cartographie, beaucoup donc d'équipements de plus en plus dans les habitacles automobiles. Mais comment les mettons à jour quand on a un véhicule d'occasion? Pour en parler, deux personnes qui sont directement concernées par cette question. Laurent-Paul Julia, vous êtes président directeur général de Calandre Automobile. Vous êtes du côté de la Teste de Bûche. Exact. Donc, bassin d'Arcachon. Voilà, belle région, des surfeurs, du bon vin. Près de Biscarrosse. Biscarrosse entre autres. Et La Nicolas Mougenot, alors c'est joli aussi, vous êtes un voisin du parc des expositions de Paris Nord Expo à Villepinte. Vous êtes, vous, directeur général d'Alpine Electronics, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est une société japonaise. Tout à fait, société japonaise qui existe depuis 35 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Et donc vous fabriquez des équipements, ces fameux équipements, que ce soit en première monte et même après sur le marché VO. Voilà, nous avons deux activités. Une activité qui est le fait de vendre des produits à des constructeurs automobiles, donc avec une certaine particularité sur cahier des charges du constructeur, etc. Et puis on a une autre activité qui consiste à mettre à jour, à vendre sur le marché de la rechange des solutions qui soient très au goût du jour et adapté aux envies des consommateurs actuels. Alors on a présenté Alpine Electronics, mais on n'a pas encore présenté Calandre Automobile, parce que vous avez une spécificité qui fait justement votre présence ici sur le stand Univers VO. Absolument. Notre métier, notre raison de présence sur Univers VO, c'est qu'on propose à des groupements de concessionnaires, des revendeurs indépendants, des véhicules hors catégorie, on va dire, des véhicules qui viennent en complément de gamme, des véhicules qu'on fait rentrer des USA, du Moyen-Orient, qu'on met au nord, qu'on homologue, qu'on transforme, dont on modifie l'équipement embarqué qui soit GPS, radio, etc. et qu'on leur propose de revendre à leurs clients, essentiellement du premium. Donc j'imagine que justement la question de la mise à jour, de passer d'une langue à une autre, complètement, que ce soit du cyrillique au français ou de l'arabe au français, vous êtes en plein dedans. Absolument. Alors, moi j'ai été assez surpris, enfin je vais vous partager ma surprise en tout cas, parce qu'en constituant ce plateau, aucun équipementier n'a pu se rendre disponible. Et du côté de la FIEV, on m'a dit, je cite, nos adhérents ne sont pas concernés, cela relève de la stratégie après-vente des constructeurs. Et je cite là Jean-Charles Sarbach, qui est directeur technique donc, de la FIEV, c'était au téléphone. Oui. Comment vous réagissez à cette déclaration? C'est normal, il a raison? Écoutez, moi, je me sens pas. Enfin, je comprends la réaction. Il défend une corporation, c'est de la première monte. Nous, on est plutôt dans le on est trouveur de solutions. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit un véhicule, on a une problématique qui est plus ou moins importante. Ou c'est de la cartographie, ou c'est un module complet. Et c'est là que je m'adresse à mon voisin, où on trouve des solutions. Après que ces gens-là défendent une position, on va dire, politique, un petit peu. Moi, ça fait 20 ans qu'on fait ça, on y arrive toujours. Position politique, vous êtes d'accord, Nicolas Mougenot? Alors, moi je suis équipementier, donc je dirais, c'est pas forcément une position politique, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que même chez nous, on a deux divisions, deux business units. Il y en a une qui est consacrée aux constructeurs automobiles, dont la priorité est de vendre des voitures. Et il y a une autre business unit dont la priorité est de vendre des équipements. Et uniquement des équipements en s'adressant aux consommateurs directement. Je pense que c'est aussi une question de priorité. Chez nous, on a les deux priorités. On arrive à gérer les deux. Alors justement, quand on parle de VO, en préparant l'émission avec vous il y a quelques minutes, Nicolas Mougenot, vous m'expliquez que certains constructeurs de premium allemands, justement, ne proposaient pas certains équipements qui, a priori, sont dans tous les véhicules premium. Et c'est là, justement, où vous intervenez. Pourquoi en fait un Audi, pour citer la marque aux 4 anneaux, ne propose pas, je sais pas, d'écran tactile par exemple? Alors les écrans tactiles, c'est quelque chose qui est relativement récent, on va dire. Les écrans type smartphone capacitif, c'est une technologie qui est assez nouvelle. Il faut savoir que quand on fait un projet pour un constructeur automobile, il se met en place 3-4 ans avant la sortie du véhicule. Donc pour suivre les dernières évolutions technologiques, c'est une problématique difficile pour un constructeur automobile. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas chez Alpine, et notamment dans le cadre de l'activité VO, nous on a choisi de travailler sur les deux aspects. L'une chez les constructeurs automobiles, l'autre
qui s'adresse au consommateur, qui lui va acheter un VO qui ne sera pas complètement à jour, ou alors un véhicule qui vient de zones géographiques où il faut les adapter à l'Europe notamment, en termes de cartographie, en termes de mise à jour, en termes etc. Et donc c'est deux problématiques complètement différentes. Et quand on arrive à gérer les deux, je pense que c'est le meilleur moyen, puisque dans ce cas-là, on aura vendu 2 fois. Une fois directement au constructeur automobile et une autre fois au consommateur final. Mais quand je vais par exemple chez un concessionnaire ou un distributeur de l'un de vos produits, ça va me coûter combien de me mettre à jour finalement ? C'est assez difficile. Ça peut aller de 100 € pour un autoradio avec le Bluetooth intégré, puisque maintenant que la législation, notamment en France, a évolué, c'est vrai que le Bluetooth est nécessaire et indispensable dans une voiture. Donc ça va de 100 € à des solutions à 2000 ou 3000 € suivant les caractéristiques. Plus cher ou moins cher que si j'avais pris l'option par exemple justement avec Alors le c'est Bluetooth une très bonne intégré. question. C'est très souvent moins cher que l'option d'origine. Alors finalement, je comprends peut-être un peu mieux la réaction de la Fièvre à mes sollicitations. Laurent-Paul Julia, quand vous importez vos pick-up américains par exemple et ainsi de suite, quel est le processus justement par lequel vous passez pour le mettre aux normes, pour le mettre à jour après, par exemple rien que sur la langue française ? Absolument. Alors en fait, la question se pose différemment. C'est-à-dire que selon les marques et selon les modèles et selon les années, on est face à une problématique différente. Ça veut dire qu'au minimum, ad minima, des fois une simple carte SD, condition de se la procurer et avoir la bonne, ça suffit. Donc là, on va dire qu'on est dans un process qui est relativement peu coûteux. On a d'autres problèmes sur certains modèles, certaines marques, où là, il faut changer l'intégralité du système, y compris la cartographie, y compris l'écran. Enfin, on a des gestions assez lourdes. Donc là, pour reprendre l'échelle de mon voisin, nous, ça peut, on va dire, pour vous donner une fourchette, ça peut démarrer à des prix concrets 300-400 € pour une mise à jour, et ça peut monter jusqu'à 2500 € hors taxe. Après, a priori, si on fait importer un gros pick-up américain ou une sportive, on n'est plus à quelques euros près. Oui, on est sur des prix assez élevés, donc c'est facilement lissable dans le tarif, effectivement. D'accord. Est-ce que selon vous, là, le récent rachat de HIR, la société justement de cartographie qui appartenait à Nokia par 3 grands constructeurs premium allemands, est-ce que ça démontre véritablement que les constructeurs, et allemands en particulier, veulent garder la main sur les données, sur ces équipements et ainsi de suite ? Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je dirais que c'est plutôt une façon pour eux d'intégrer dans le développement des véhicules une société ou un sous-traitant qu'ils utilisaient jusqu'à présent. Donc voilà, je pense que c'est une économie d'échelle plutôt qu'autre chose. Est-ce que ça peut avoir des conséquences après pour vous sur les mises à jour des futurs VO que vous allez recevoir ? Moi j'ai une vision différente, donc moi je résous des problématiques et j'essaye de vendre des autos équipées. Après que je m'adresse à une marque ou une autre, moi il faut que ça fonctionne, donc il faut que le client final. Moi je n'ai pas l'approche de monsieur qui est lui fabricant. Moi je suis consommateur, je suis distributeur. Même si je le fais en gros, j'ai pas du tout la même approche. Je n'ai pas cette vision là. D'accord. Sur les mises à jour, justement, en allant sur le site d'Alpine Electronics, on peut carrément le faire soi-même. On peut télécharger des fichiers, les mettre sur une clé USB. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est un lien qui est sur notre site Alpine, mais qui renvoie à un cartographe. Et c'est par l'intermédiaire de ce cartographe que vous mettez à jour. Alors ça peut être ou gratuit pendant une certaine période ou mise à jour par pays. Dans le cadre de l'activité de monsieur, on peut enlever les États-Unis et remettre l'Europe. C'est assez simple comme méthode. Et effectivement, c'est juste avec une clé USB. Donc c'est une activité qui est assez peu connue ou assez peu utilisé par les concessionnaires automobiles qui ne sont pas habitués à faire des mises à jour. Nous, dans une activité rechange ou dans l'activité de monsieur, ça fait partie du service au client minimum. Alors l'avantage que vous avez en plus, c'est que justement, comme vous opérez également en première monte, forcément vous connaissez les systèmes, donc vous avez des échanges avec les constructeurs. Alors on a non seulement des échanges avec les constructeurs, mais en plus, et c'est tout l'intérêt, c'est que lorsqu'on est dans un marché VO et qu'on essaye de remplacer un système d'origine, il est très important qu'on garde les fonctionnalités de base du système d'origine. On ne peut pas expliquer à un consommateur qu'on a remis à jour son véhicule, mais qu'il a perdu quelques fonctionnalités qu'il avait à l'origine. Donc nous, notre chance, c'est que dans la mesure où on travaille avec la première monte,
On sait ce que fait le système du constructeur automobile, comment il le fait, et donc c'est la raison pour laquelle on arrive à interfacer, dans le cadre d'une Audi par exemple, on arrive à interfacer toute l'électronique du véhicule et de reprendre tout le système de service, etc. etc. Et alors, sur les marques américaines, Oui. est-ce que les Ford, les General Motors et consorts vous aident? Est-ce que vous échangez avec eux? Oui, certains nous filent un coup de main, pas forcément la marque, mais on va dire nos fournisseurs. Ouais. Et souvent, ils ont des marques, les premières montres, c'est souvent, ça peut être du Alpine, ça peut être d'autres marques, hein, effectivement. Donc, on arrive on est en relation avec des électroniciens assez pointus. Soit on arrive à développer des systèmes, soit il faut changer carrément la machinerie. Et on échange par une référence purement européenne. À chaque ligne de produit, c'est solution. Et est-ce que dans les futurs développements, parce qu'on parle beaucoup de voitures connectées, on sait qu'il y a énormément de... Et il me semble que vous êtes allé vous-même aux États-Unis, vous avez pu visiter certaines usines. Vous savez déjà ce qui va se passer plus tard? Alors, j'ai visité notamment Valeo à Detroit et les usines Delphi. Ouais. Et là, ils ont des salles de prospective, on va dire des showrooms, où ils vous montrent ce que sera l'automobile de demain. Et la conviction, c'est un secret de Polichinelle, c'est que les voitures, de demain matin, c'est qu'elles recevront toutes leurs informations, leurs mises à jour, la géolocalisation, etc. Le recevront directement par satellite sur des réceptacles, des boîtiers Wi-Fi, qui sont d'ailleurs déjà commercialisés. Et alors la conséquence par rapport à la question qu'on se pose là, de la mise à jour pour des véhicules d'occasion, ça va être quoi? Alors pour être honnête, pour ma partie, plus on avance dans le temps, plus c'est facile pour moi. C'est-à-dire que plus c'est mondialisé, plus c'est généralisé. Donc, mais ma conviction, vous parliez de voitures connectées. Moi, j'ai vu des gens travailler sur leur smartphone, gérer l'intégralité des fonctions, y compris le démarrage à distance du véhicule, le suivi de consommation. Valeo, justement, a une solution. Valeo, Delphi, ils ont des systèmes où vous pouvez avoir votre femme à 1000 km, lui démarrer la voiture, elle peut s'en servir, avoir le suivi, la consommation, où est-ce qu'elle s'est arrêtée, etc. Après se pose une autre question, celle des données de la vie privée. Mais ça, c'est désactivable ou pas. Mais c'est quand même assez impressionnant. Et j'ai également, alors je ne sais pas si je sors du sujet, circuler dans des voitures sans chauffeur, c'est déjà au point. Ça, on verra ça pour plus tard. Voilà. Et surtout, déjà, il faudra qu'il en Non, roule. mais Et c'est pourtant des équipementiers. Du marché de l'occasion des véhicules autonomes, autonomes. C'est assez impressionnant. On refera un plateau rien que pour ça et on vous invitera bien évidemment. Mais derrière justement tous ces équipements d'infotainment, vous avez parlé de tous ces boîtiers et ainsi de suite, il y a la data, la fameuse data, puisque c'est ça finalement l'or noir de l'automobile de demain, et la maintenance prédictive. Est-ce que vous, chez Alpine Electronics, vous travaillez déjà? Est-ce que les constructeurs vous posent des questions là-dessus? Alors, les constructeurs nous posent évidemment des questions. Nous, en tant qu'équipementiers, autant les années précédentes ou par le passé, on embarquait un certain nombre de choses dans la voiture. C'est évident que plus ça va, moins on embarque des choses dans la voiture. En revanche, on travaille sur l'interface entre le smartphone dont on parlait tout à l'heure, avec même des applications propres à Alpine. Et on travaille beaucoup sur l'interfaçage entre ces smartphones pour lesquels le consommateur est très habitué à payer des abonnements, à payer un certain nombre de choses, et qu'on arrive à utiliser le plus simplement du monde, on va dire, dans la voiture, et encore une fois en toute sécurité. Parce que maintenant, un téléphone, on peut lancer le téléphone, une application en reconnaissance vocale, on peut tout à fait faire ça dans une voiture. Il faut avoir le bon système embarqué, compatible avec son téléphone, mais c'est tout à fait pratique de faire ça. Donc je dirais on travaille beaucoup avec les fabricants de smartphones. Alpine a des bureaux en face d'Apple, Silicon Valley, en face de... Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une évolution logique, on va dire. Est-ce qu'il serait utopique d'imaginer qu'un jour tous ces systèmes soient open source? Est-ce que c'est de l'utopie ça? Moi je vois pas d'inconvénient. Non, il n'y a pas d'inconvénient, d'accord. Mais visiblement, les équipementiers disent ça dépend des stratégies des constructeurs. Les constructeurs verrouillent tout et rachètent les sociétés qui gèrent la data. La problématique, c'est que les constructeurs, effectivement, alors on dit verrouille, mais c'est pas le bon terme. Je suis journaliste. Oui, non, mais c'est un terme correct, mais je dirais les constructeurs automobiles, leur priorité, c'est la sécurité. À partir du moment où on a des connexions avec l'extérieur, commence à y avoir quelques problèmes de sécurité. On a l'habitude d'entendre des hackers qui vont pirater des sites gouvernementaux.
qu'est-ce qui se Oui, passerait si un FCA, hacker il y a FCA, arrivait à pirater un c'est arrivé aux système? États-Unis, Oui, C'est oui. arrivé avec FCA, Ouais, c'est ouais. vrai. Oui, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le conducteur va dans le mur parce qu'il a perdu le contrôle de sa voiture? Donc, ce sont des choses, nous, chez Alpine, on a une division complète depuis une dizaine d'années maintenant qui travaille sur cette problématique-là, D'accord. parce que, effectivement, ça va finir par poser un problème. Et pour rebondir sur votre question, à partir du moment où on parle d'applications embarquées, forcément il y a du travail de développeurs je pense que la justification de l'open source peut se justifier sur des gens qui vont travailler sur des applications auxquelles on ne pense pas au jour d'aujourd'hui, qui pourront être utiles dans l'automobile. Parce que si Ouais. je parle de l'open source, c'est un peu pour introduire cet objet-là, le fameux smartphone, Ouais. derrière lequel se cache, vous avez cité tout à l'heure Apple, mais bon, Ouais. la pomme évidemment, Ouais. et donc Google. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu eux, finalement, vos prochains, vous, interlocuteurs, plutôt que General Motors, que Ford ou Fiat Chrysler Automobile? Il y a une forme de compétition, mais c'est des gens qui sont sur le data, comme vous disiez tout à l'heure. Donc forcément, à partir du moment où on a besoin de se déplacer, d'être géolocalisé, d'avoir des données en temps réel, forcément, ces gens-là, ils sont incontournables. Parce que pour les mises à jour sur le téléphone, ça se fait automatiquement, c'est pour ça que je Absolument. vous pose la question. Mais c'est un peu la vision, on en parlait l'autre jour, c'est un peu la vision que j'ai moi, c'est que l'écran auto, il est de plus en plus grand. Je ne sais pas si vous avez vu les Tesla qui sont en avance. Et les Tesla, c'est Ce sont des iPads avec des roues. c'est double, quasiment, des gros des iPads à roues. Et forcément, on va arriver, l'équipement embarqué va être une espèce de grosse tablette, quoi, tout simplement. Mais Nicolas Mougenot. vous avez raison, Apple et Google, qui n'étaient complètement inexistants dans l'automobile il y a quelques années, sont devenus alors non pas des concurrents, mais plutôt des partenaires. Parce qu'il est évident qu'un environnement Apple ou Google dans la rue est très différent d'un environnement automobile il y a des datas, il y a des choses confidentielles du constructeur automobile, il y a des interfaçages avec l'électronique, etc. Donc c'est plutôt un partenaire, et lorsqu'on travaille en première monte avec un certain nombre de constructeurs, c'est un équipementier de plus qui vient porter sa valeur ajoutée. Mais il y a toujours la problématique et la connaissance et l'expérience de l'environnement automobile qui est très important et très différent parce que la voiture, elle roule. Donc ça peut poser quelques problèmes. Vous parliez du data tout à l'heure. Il y a des circonstances différentes suivant si vous êtes en France. Vous pouvez recevoir des datas parce que les forfaits téléphoniques fonctionnent comme cela. Vous allez en Allemagne, vous ne faites pas de navigation en temps réel parce que ça va vous coûter une fortune, ce qui n'est pas le cas en France. Le fameux roaming, ouais. Laurent Paul Julia voulait rajouter quelque chose. Question que je voulais poser à mon interlocuteur. Moi, je vais assez souvent aux États-Unis par mes fonctions professionnelles. Et là-bas, ils ont la radio satellite, ce qu'ils appellent le système XM à thème. XM Radio. Ouais. Pourquoi on n'a pas ça, nous, encore? Je sais que c'est déjà une option d'origine chez les constructeurs. Et on appelle ça le DAB. Oui, Vous me la coupez radio un numérique. la radio Non, numérique la radio terrestre, numérique, le oui. Oui, mais Radio là-bas, ils ont numérique un terrestre, système ouais. satellite où vous choisissez par la thématique. Moi, je me suis baladé sur une radio, par exemple, que 100% Ça existe Elvis depuis des Presley. années, ça, hein, au-delà même, Chez nous enfin aux États-Unis. Ah là-bas, oui, c'est ça. la Ma radio question, par c'est satellite, pourquoi on l'a pas encore ici? Alors, aux États-Unis, c'est payant. c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas. Le consommateur français et européen n'est pas très habitué à payer pour recevoir de la C'est un modèle radio. économique. Bon, là, on parle de radio, ouais, c'est ça. C'est un modèle économique complètement différent. Voilà. Où ici en France, c'est les Et écrans. en revanche, pubs, hein, en revanche, on revient au smartphone. Vous pouvez Oui. tout à fait écouter la radio Absolument. du monde entier Absolument. à partir de votre smartphone et le diffuser si vous avez un appareil compatible dans D'accord. l'environnement de la voiture. D'accord. Mais c'est un modèle économique effectivement un peu différent. Mais il y a la radio numérique en Europe. Ouais. En France, on est un peu en retard, mais ça viendra. Il y a Ça bien- existe, d'accord. Il y a bientôt un autre salon, le Satis, mais ça c'est encore un autre problème. Ceci étant, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec vous justement pour parler de la mise à jour de CarPlay et d'Android Auto, quand Android Auto et CarPlay seront dans tous les véhicules et peut-être ceux que vous revendez. Au jour d'aujourd'hui, non. Pas encore, ouais, mais Non, ça va alors, venir. on a des fonctionnalités dont on ne connaît pas encore. Quand on reçoit des véhicules, il y a notamment chez General Motors, vous avez plein Ouais. de fonctionnalités, mais nous, on se cantonne déjà à faire marcher ce qui doit marcher ici. On attend que ça vienne. On attend que ça vienne, ça sera la Voilà. phrase de conclusion. Merci beaucoup, messieurs.